conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission Question Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Et cette émission est diffusée, vous le savez maintenant, chaque mois dans le cadre des conversations du week-end. Alors aujourd'hui, je vous emmène en voyage. Alors non pas au bout de la Terre, mais à 4500 km tout de même, dans un pays de 29 743 km², soit à peu près la superficie de notre Bretagne. Un pays de 3 millions d'habitants auquel il faut ajouter les 9 millions qui vivent à l'extérieur. Alors je vous laisse deviner quel est ce pays. Il est situé en Asie centrale, dans le Petit Caucase, comme on dit. C'est un pays chrétien depuis le début du IVe siècle, l'un des plus anciens pays chrétiens du monde. C'est un pays de montagne. Songez que 90% du territoire se trouve au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Un pays sec l'été, froid l'hiver, un pays au patrimoine architectural enchanteur, parsemé de monastères, d'églises et de chapelles. C'est un pays en quelque sorte coincé entre la Géorgie au nord, la Turquie à l'ouest, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud. Autant dire un pays historiquement confronté, et bien souvent dans la douleur, aux empires, l'Empire ottoman, l'Empire perse, l'Empire russe. Alors certains d'entre vous ont déjà deviné, pour les autres, un indice supplémentaire. Parmi les célèbres Français originaire de ce pays, je peux citer le footballeur Youri Djorkaeff, ou encore Alain Manoukian, et bien sûr le grand Charles Aznavour, né Charles Aznavourian. Vous l'aurez compris, nous allons parler de l'Arménie, de la République d'Arménie et des défis économiques qui se posent aujourd'hui à ce pays frère, et je n'hésite pas à le qualifier de pays frère. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux invités dans ce studio de KTO Radio, Tigran Yegavian. Bonjour Tigran Yegavian. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste, grand spécialiste de l'Arménie. Je vais vous présenter dans un instant. Et Jean-Christophe Buisson, grand reporter au Figaro, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Alors, Tigran Yegavian, je vous présente rapidement. Vous avez 41 ans, si mes renseignements sont exacts. Vous êtes né à Paris, mais vous êtes d'origine arménienne, c'est bien ça ? Je confirme. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour le mensuel France-Arménie, pour la revue de géopolitique Conflit. Vous êtes enseignant à l'université Schiller, vous êtes chercheur, vous faites une thèse actuellement. Vous avez une formation de Sciences Po, comme on dit, de Langso, les langues orientales. Et vous avez fait aussi une école d'ingénieur du numérique. Et vous êtes un auteur de plusieurs livres, et notamment Géopolitique de l'Arménie. C'était en 2022 aux éditions Bibliomonde. Et Escales arméniennes, et là c'est une nouveauté, apparaître le 7 octobre prochain, 2025, aux éditions Éric Bonnier. Tout cela est-il bien exact ? Oui, absolument. Je suis chercheur à l'Institut chrétien d'Orient, qui est une remarquable université en ligne qui existe depuis 5 ans. D'accord. Alors Jean-Christophe Buisson, vous avez 57 ans, donc quelques années de plus que Tigran Yegavian, mais quelques années de moins que moi. Ouais. Par accident. Au moins une année de moins que moi. Félicitations. Je suis le doyen sur ce plateau. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, je l'ai déjà dit, et vous avez été grand reporter, comme vous avez roulé votre bosse, comme on dit, notamment dans les zones de tension ou de conflit, Albanie, Serbie, Kosovo, au Karabakh ou Artsakh. Et vous êtes un spécialiste des Balkans, de l'Arménie, du monde slave et de toutes ces régions qui sont entre l'Europe et l'Asie en quelque sorte. À l'Est toutes. Voilà. Et vous êtes un auteur prolifique. Alors je vais pas citer tous vos livres, sinon 55 minutes, on n'y arriverait pas. Le octobre 2024, c'était 1945 chez Perrin, tout simplement 1945. C'est un livre qui parle de cette année décisive pour l'histoire du monde, après la défaite de l'Allemagne et la victoire des Alliés en 1945. Et vous avez également un livre à paraître, alors c'est le 16 octobre, ça sera 9 jours après celui de Tigran Yegavian, et chez Perrin, parce que vous faites tout chez Perrin, remarquez c'est un bon éditeur, Beaucoup vous avez raison. Ouais, beaucoup chez Perrin, oui. C'est un livre intitulé « Les guerres civiles de la Renaissance à nos jours », et donc c'est un ouvrage collectif que vous co-dirigez avec l'excellent Jean Sevilla. Et oui, vous avez une distinction, vous avez la médaille de la reconnaissance de la République d'Arménie, remise en 2022. Donc,
c'est un ami de l'Arménie qui est là, ce sont deux amis de l'Arménie qui sont là, et nous allons parler de ce pays, de son économie bien sûr, parce que c'est une émission économique, mais quand on parle d'un pays comme l'Arménie, il faut aussi parler d'un contexte historique, géopolitique, etc. Un petit état des lieux. Alors Tigran Yegavian, vous avez écrit dans Capital Social de décembre 2022, « Aujourd'hui, le monde arménien se décline en 3 fragments, la République d'Arménie, la République de l'Artsakh, ex-Karabagh, non reconnue, et sa diaspora. Et on parlera de la diaspora. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'Artsakh ou Haut-Karabagh avec cette guerre en 2020. Une courte explication sur le statut de ce territoire arménien qui est en Azerbaïdjan. Alors oui, là nous commémorons le premier anniversaire du nettoyage ethnique de ce territoire qui n'est pas un territoire comme les autres puisqu'il s'agit toujours du berceau de la nation arménienne, puisque c'est de là que est née, a jailli donc la civilisation arménienne, mais c'était aussi son bouclier du fait de son relief montagneux. Donc on parle d'un conflit post-colonial, un conflit de sortie d'empire qui a éclaté en 1988 à la faveur de la désintégration de l'Union soviétique. Un territoire qui aurait dû rester en Arménie, mais qui avait été donné par la main criminelle de Staline en 1921 à l'Azerbaïdjan soviétique, le voisin de l'Arménie. Oui, parce que l'Arménie était une république soviétique. Elle a été soviétisée en 21, pratiquement en même temps que la Géorgie et l'Azerbaïdjan voisins. Pendant toute la période soviétique, les Arméniens du Haut-Karabakh se sont battus pour que leur statut soit reconnu, leur droit à l'autodétermination, retour à la mère patrie, qu'ils n'ont pas pu avoir avec la sortie de l'URSS en 88, à l'époque de la perestroïka. Et pour le coup, ils se sont battus, ils ont pris les armes pendant la guerre de 88 à 94, avec une issue victorieuse sur le terrain, je dis bien militairement parlant, mais pas sur le plan politique, puisque ils ont gagné leur autonomie sur le terrain. Oui, ils ont libéré leurs terres contre l'occupant, le joug turco-azerbaïdjano-soviétique, mais ils n'ont pas pu obtenir la reconnaissance qui leur manquait pour avoir le droit à la vie. Et donc l'Azerbaïdjan, fort de sa rente pétrolière, de gazière, de ses alliances, Turquie, Israël, Grande-Bretagne, Pakistan, est repassé à l'offensive. Repassé en 2020, a eu sa revanche en 2 temps. En 2020, donc c'est un conflit qui dure 44 jours que Jean-Christophe a très bien couvert et qui donc s'est soldé par la perte des 2/3 déjà de cette région et une situation, je dirais, presque intenable parce que coupée de l'Arménie par une petite route, gardée par des Russes, par des soldats russes de maintien de la paix, sauf que il ne nous a pas échappé qu'entre-temps, donc 2020-2023, il y a eu la guerre en Ukraine et il y a eu un effet de vase communicant. En 22 En 22, il y a la guerre en Ukraine. Et donc, à la faveur de cette guerre en Ukraine, les Russes sont encore plus faibles dans la région et vont finalement céder le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan qui va procéder à un nettoyage ethnique en règle en septembre 2023 au terme d'un blocus meurtrier de 9 mois. C'est-à-dire après avoir affamé 9 mois cette population, les Azerbaïdjanais, avec le silence complice de la communauté internationale... C'est pour qu'ils partent, ça. Et faisant valoir ce qu'on appelle l'intégrité territoriale, parce qu'il y a 2 principes en fait, opposés du droit international, celui de l'intégrité territoriale. Officiellement, le Haut-Karabakh, comme je dis, n'a pas pu obtenir sa reconnaissance par les grandes capitales, ni même l'Arménie ne pouvait pas le reconnaître pour des raisons géopolitiques. Eh bien, ils n'ont pas été défendus sur le plan du droit, mais on a assisté à un abandon et surtout à l'effacement d'un État démocratique et d'une civilisation. Donc ce qui est en train de se passer est gravissime. Depuis 1 an, depuis 2023, depuis 2 ans, l'Azerbaïdjan pratique une politique d'ethnocide après avoir chassé sa population, c'est-à-dire destruction systématique du patrimoine chrétien arménien et réécriture de l'histoire dans un contexte qui lui est extrêmement favorable puisqu'elle exerce une pression très forte sur l'Arménie. L'Arménie très affaiblie, très vulnérable et que j'ai enclavé. Et donc l'Arménie qui a conclu un accord cadre avec l'Azerbaïdjan en échange de l'abandon total de toute reconnaissance du statut, de toute défense des Arméniens du Haut-Karabakh. Donc c'est un lâchage aussi. Ils étaient contraints en fait par le couteau sous la gorge. Le couteau sous la gorge, abandonné par la Russie avec le cynisme occidental qui va avec. Donc, sachant que la Russie, elle estime avoir d'autres chats à fouetter, c'est ça, avec l'Ukraine, donc voilà, nous avons commémoré la semaine dernière l'anniversaire de ce nettoyage ethnique avec Jean-Christophe à l'Assemblée nationale. Nous étions une poignée de défenseurs de la cause arménienne et de
parlementaires amis français, d'intellectuels amis français, mais toujours est-il que ce crime, je dirais, s'inscrit dans la continuité d'un processus génocidaire qui vise à éradiquer la présence arménienne plurimillénaire de cette région. Donc ce qui se passe est gravissime et malheureusement, mis à part KTO, je ne connais pas beaucoup de médias qui s'y intéressent. Ah bah écoutez, on est ravis de vous recevoir pour en parler. Alors je dis aux auditeurs de KTO Radio, j'ai une carte sous les yeux, mais eux, ils ne peuvent pas la voir. Mais regardez une carte. Le Haut-Karabakh, c'est quand même un territoire assez grand en proportion de l'Arménie, qui est situé à l'est, qui est séparé de l'Arménie, sauf, j'ai l'impression, par une petite bande de terre, un petit couloir, un petit corridor. Donc c'est là que c'est les soldats russes, j'imagine. Et il y a une autre chose qui m'a intrigué, le corridor de Lachin, c'est bien ça. Et il y a une chose qui m'a intrigué, c'est qu'au sud-ouest, côté ouest de l'Arménie, il y a une république du Nakhichevan. Nakhichevan, c'est une exclave de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est une exclave de l'Azerbaïdjan. C'est une république autonome. Mais j'ai cru comprendre que c'est une ancienne province arménienne. Bien sûr, c'était une région qui était peuplée à 50% d'Arméniens, 50% de Tatars, de ce qu'on appelait turcophones, d'Azéris. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul Arménien. Il n'y a plus d'Arméniens là, oui. Plus aucun Arménien. Mais comme le Karabakh, pour compléter ce qu'a excellemment dit Tigran, le Haut-Karabakh, c'est qu'on appelle l'Artsakh en arménien, aujourd'hui, sur 120 000 à peu près habitants, il y a 5 ans, écoutez-moi bien, il en reste 8. Il reste 8 Arméniens qui sont des gens qui n'ont pas pu fuir lorsque l'Azerbaïdjan a conquis ce territoire il y a 2 ans. Des handicapés ou des personnes très âgées qui n'avaient pas de famille, personne pour fuir. Il reste 8 Arméniens sur 120 000 habitants. C'est-à-dire, tous les autres sont retournés en Arménie ou allés en Arménie et ensuite sont repartis d'ailleurs dans d'autres pays pour beaucoup d'entre eux. Et le Nakhichevan, c'est un territoire donc, où les Arméniens ont été de manière expulsés et qui est très important parce que il peut être lié à l'Azerbaïdjan du jour au lendemain, c'est-à-dire le sud de l'Arménie aujourd'hui empêche l'Azerbaïdjan d'être joint directement à cette exclave. Au sud, il y a une frontière avec l'Iran. Exactement. Une ville qui s'appelle Milan, c'est ça. Et qui sépare l'Azerbaïdjan du Nakhichevan. Exactement. Et si vous regardez bien, au nord-ouest du Nakhichevan, il y a une toute petite frontière avec la Turquie. Oui. Ce qui veut dire que le jour, parce que c'est l'ambition de Aliyev, il arrive à récupérer ce sud de l'Arménie actuelle et faire un couloir de la même façon que la Chine pour relier l'Azerbaïdjan de son exclave. Vous avez un couloir qui partira d'Istanbul pour aller jusqu'au Xinjiang, chez les Ouïghours, qui sont turcophones, intégralement. C'est-à-dire qu'il y aura un couloir turcophone. C'est le grand projet à la fois de Erdogan, de Aliyev, de tous les turcophones. Donc ça, c'est un projet de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, notamment. On va pouvoir faire passer du gaz et toutes sortes de choses ici. Le seul pays qui empêche ce couloir continu, cette jonction, c'est l'Arménie. L'Arménie gêne. Le sud, voilà, c'est 40 km de largeur. Et c'est un enjeu très important. Et Aliyev, après avoir conquis l'Artsakh, c'est situé le président dictateur de l'Azerbaïdjan. Son objectif, évidemment, qu'il habille d'une ambition impérialiste, qui est la même pour l'Artsakh, en disant c'est une région qui en fait est azerbaïdjanaise, c'est-à-dire le sud actuel de l'Arménie, qu'on appelle le Syunik, qui est encore plus montagneux, est revendiqué par l'Azerbaïdjan au nom du Zangezur occidental. L'Azerbaïdjan occidental. Ce qui lui permettrait, ou l'Azerbaïdjan occidental, ce qui lui permettrait, en conquérant cette partie, de faire cette jonction entre le Nakhichevan, donc la Turquie, et l'Azerbaïdjan. Et si je lis bien la carte, si cela se produit, si ce projet arrive à son terme, il n'y aura plus de frontière entre l'Iran et l'Arménie. Donc j'imagine que même sur le plan économique, au-delà de ça, c'est la fin de l'État arménien comme État viable. C'est-à-dire que le processus de l'Azerbaïdjan, c'est une guerre hybride, c'est une guerre d'anéantissement progressif au nom d'une stratégie qu'on appelle la stratégie du salami. C'est-à-dire je prends des petits morceaux d'Arménie. Depuis 2022, l'Azerbaïdjan occupe à peu près 250 km² de territoire souverain de la République d'Arménie. L'Arménie est isolée, je l'ai rappelé, les Russes l'ont lâchée. Les Occidentaux tardent à la secourir. Quand ils la secourent, c'est plus pour envoyer de l'aide humanitaire ou des observateurs civils des armées. Donc il y a un sentiment d'abandon, il y a un nationalisme turco-azerbaïdjanais qui progresse et qui paye parce que l'impunité
est de mise. L'impunité face aux crimes commis par le passé. Et je reviens un peu là-dessus, parce que Jean-Christophe a bien fait de faire ce parallèle avec le Nakhitchevan. Pourquoi les Arméniens du Haut-Karabakh ont été aussi opiniâtres ? Pendant toutes ces années, ils ont résisté. C'est parce qu'ils ne voulaient pas connaître le sort de leurs compatriotes du Nakhitchevan. Maintenant, la troisième pièce du puzzle, c'est le sunnique. Vous aviez le Nakhitchevan qui est tombé en 1921, le Karabakh en 2023. Le sunnique concentre à lui seul, au fait, un enjeu qui dépasse de très loin cette grille de lecture binaire. Et qui a un enjeu économique aussi. Économique, géoéconomique. Parce que c'est en fait l'Arménie gêne aussi des puissances qui ont dans le sous-sol beaucoup de gaz ou c'est un caillou des de vraies chaussure. industries d'extraction, ce qui n'est pas tellement le cas de l'Arménie, si j'ai bien compris. Non, mais le Sud a une importance économique parce qu'il y a des mines de cuivre. Oui, c'est du minerai. Et Mobilden. Mobilden, absolument, du cuivre, du Mobilden, un peu de mine d'or. Et puis l'Arax, qui est une ville importante parce que l'eau est un enjeu primordial dans cette région. Oui. Parce que l'eau qui dit eau dit usine hydroélectrique et que l'Arménie, comme avant l'Artsar, ont un certain nombre d'usines hydroélectriques qui leur permet aussi de fournir de l'électricité. Enfin, il y a tout un l'Artsar était le fournisseur premier d'électricité en Arménie, jusqu'à sa chute. Oui. Donc là, les enjeux économiques, on voit qu'ils existent. Et puis un enjeu économique, comme vous l'avez dit, avec l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a une route. Il y a quand même une route, on a des échanges. Il faut savoir que la frontière avec la Turquie et l'Azerbaïdjan est fermée. Donc les seules frontières ouvertes, c'est un blocus. Les seules frontières terrestres ouvertes, sachant qu'il n'y a pas d'accès à la mer pour l'Arménie, c'est le nord vers la Géorgie et le sud vers l'Iran. Donc on est sur la route où tous les camions viennent du subcontinent indien pour aller jusqu'à la mer Noire en traversant l'Iran. Ce qui est une richesse pour l'Iran économique parce qu'évidemment, il faut payer des droits de douane pour traverser le pays. Et si cette frontière n'existait plus, ce serait l'étouffement définitif de l'Iran, sachant que l'Iran a intérêt à contrarier ces projets-là. Absolument. D'ailleurs, l'Iran est très très méfiante vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, et pas seulement parce que l'Azerbaïdjan est un grand allié d'Israël, donc un ennemi de l'Iran, mais aussi parce que l'Iran, dans sa partie nord, a un certain nombre d'Azéris historiques, j'allais dire, puisqu'à l'origine, l'Azerbaïdjan, c'est le nom d'une région du nord de l'Iran. Et d'ailleurs, quand l'Azerbaïdjan s'est proclamé pays, en 18, ils étaient fous furieux parce qu'en disant, mais attends, les Azéris, c'est une ethnie du nord de l'Iran, de la Perse à l'époque. Ça faisait partie de l'Empire perse. D'où vous appelez-vous Azerbaïdjan. C'est comme la Macédoine et la Grèce. Il y a deux fois plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan. Et l'Iran craint que si l'Azerbaïdjan devient trop forte, eh bien, un certain nombre d'Azéris du nord de l'Iran se disent après tout, pourquoi on ne ferait pas un très très grand Azerbaïdjan, et donc qui détruirait l'unité actuelle de l'Iran. D'accord. Très bien. Alors, on va aborder quand même la question économique. Moi, ça sera dans la deuxième partie d'émission, puisque le temps passe, le temps file, et je vois qu'on arrive déjà à la première pause musicale. Mais ça va être un plaisir de l'entendre, cette première pause musicale. Le violoncelliste Sevak Avanesian, qui joue un compositeur qui s'appelle Komitas, au violoncelle. Mais quel est le contexte de cet enregistrement que vous avez choisi, Tigrane Gavian ? Alors, il s'agit d'une pièce de violoncelle qui a été jouée dans les cathédrales Saint-Sauveur de Chouchi, la capitale spirituelle de l'Artsar. Bombardée, son dôme avait été endommagé par des bombardements azéris en pleine guerre de 2020. Et donc on a ce violoncelle que Jean-Christophe avait d'ailleurs interviewé, qui est un Arménien de Belgique. Extraordinaire parce qu'il est aussi champion de kickboxing, en même temps que le violoncelliste. Il joue mieux l'avoir comme ami que comme ennemi, si je comprends bien. Il joue Komitas dans les ruines de sa cathédrale. Komitas, qui est cet immense compositeur qui incarne un peu la métaphore du génocide, puisque c'est un survivant du génocide qui a progressivement glissé dans la folie et qui est mort à Villejuif, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans les années 20. Oui. Vous parlez du génocide arménien 1915, là. Absolument. Donc, sa famille est rescapée. Lui-même était rescapé. Eh bien, allons-y, écoutons donc ce violoncelliste qui joue Komitas.
De retour sur KTO Radio pour l'émission Question Écho dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, nous parlons de l'Arménie et de son économie, des enjeux économiques de ce pays frère qu'est l'Arménie. Et dans ce studio sont présents Tigran Yegavian et Jean-Christophe Buisson, tous deux grands connaisseurs de la question arménienne. Alors dans la première partie, nous avons pas mal parlé du contexte avec ce territoire éclaté, ce territoire menacé, ce peuple menacé. Là, on va parler un peu plus de la structure de l'économie arménienne. Vous avez dressé un constat qui est sur la situation actuelle de l'Arménie qui est alarmant quand même, la situation politique et géopolitique. Si on regarde les indices globalement de l'économie arménienne, son PIB, 26 milliards de dollars, un PIB par habitant 8500 dollars, une croissance correcte, plus 5,9% en 2024, un salaire mensuel brut moyen à 734 dollars, donc c'est pas... et un bon indice de développement humain, un niveau d'endettement correct, voilà, les finances publiques, bon, officiellement il est à peu près de... Il explose, ouais, puisqu'il était à 48% du PIB en 2024, et là il passerait à 53,5% selon le gouvernement en 2025. Et c'est passionnant parce que c'est mon sujet de thèse vraiment, c'est que je trouve qu'il y a de moins en moins une juxtaposition entre l'État et la nation. C'est-à-dire qu'il y a l'État arménien, puis il y a la nation arménienne, et l'État gouverné par cette nouvelle génération qui entend faire des affaires et sacrifier donc les fondamentaux, eh bien, s'éloigne de plus en plus de cette nation, de son histoire, de ses symboles, de ses iconographies. Et donc de son église, parce que c'est souvent l'église qui a fait la nation arménienne. Et une église-nation, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Mahé, l'historien. L'église nationale arménienne, donc c'est un pays qui est à 98% chrétien. Ce sont des chrétiens orthodoxes, c'est une église nationale orthodoxe, c'est quoi? Apostolique. Chrétiens d'Orient. Deux apôtres qui sont venus Thaddée et Barthélemy. l'Arménie. D'où le mot apostolique. Parce qu'elle a été directement évangélisée par des apôtres du Christ. Par les apôtres. Donc la date à retenir, c'est 301, la date de la conversion, le baptême, l'Arménie. Et puis 451, le concile de Chalcédoine, absolument, de l'église romano-byzantine, si on peut dire, pour avoir sa propre autonomie. Et en l'absence de souveraineté politique, puisque l'Arménie n'a pas de son indépendance au 5e siècle, c'est l'Église qui a joué le rôle de substitut de l'État. D'où son importance primordiale, même si vous n'êtes pas croyant, parce qu'en Arménie, c'est l'identité, la mémoire, la culture. Oui, mais alors, je dirais les Arméniens d'Arménie sont très païens, quoi. Je dirais, la pastorale elle est inexistante, donc c'est un christianisme de culture, de symbole, mais l'attachement à l'Église comme institution nationale, il demeure inébranlable. Quand même les sectes pulluleraient, mais ça reste quand même une référence majeure. C'est souvent le cas dans ces nations qui ont été en face des grands empires qu'on a cités, les Ottomans, les Russes. Aux Zoroastriens, ça s'est passé il y a eu une bataille célèbre qui a permis aux Arméniens de ne pas être zoroastriens comme les Perses. Comme l'étaient les Perses avant d'être musulmans. Mais on en a regardé quelques coutumes. Alors le tourisme, on va dire deux mots du tourisme, parce que c'est un pays magnifique, j'ai dit en introduction, un patrimoine absolument extraordinaire. Si vous regardez des photos de l'Arménie, consultez un album, regardez des images. C'est absolument enchanteur, c'est extraordinaire. Alors, le tourisme, il y a quand même du tourisme. Il y a plusieurs tourismes. Il y a le tourisme malgré les guerres. Culture. Oui, la guerre à Yerevan, vous la sentez pas. C'est Disneyland. Non, en fait, il y a un tourisme maintenant qui se développe de façon assez remarquable du fait de la qualité de ses services. Les services sont excellents. Donc, il faut au moins passer une semaine en Arménie pour ceux qui sont amateurs de tourisme biblique, c'est-à-dire les monastères, mais aussi ceux qui aiment le vin. L'Arménie, c'est la terre d'origine. Avec la Géorgie, se dispute justement l'origine du vin, mais les domaines arméniens montent en puissance et en gamme. Et c'est absolument remarquable donc pour les Français de découvrir à tel point, à 4500 km de la France, vous avez un peuple francophile. Francophone, l'Arménie fait partie de la francophonie, donc à peu près 200 000 locuteurs de français, mais extrêmement francophiles. Et le français est devenant la troisième langue enseignée à l'école. Un tourisme, je dirais, qui de plus en plus, pas encore de masse, mais c'est un tourisme biblique, un tourisme de sentier, de randonnée, et un tourisme mémoriel pour la diaspora qui va en Arménie pour se faire baptiser, pour se donc marier. Là, il y a toutes les infrastructures qu'il faut pour accueillir les touristes en Arménie. Et pour vous revenir sur le vin, il y a beaucoup de vignerons maintenant, y compris bourguignons, qui viennent en Arménie. Pourquoi ? Parce que l'Arménie a des cépages qui ont été épargnés, puisque l'avantage d'avoir été enclavé, c'est qu'ils n'ont pas attrapé des maladies comme le phylloxéra venant d'ailleurs. Donc il y a des cépages originels. Donc les vignerons français viennent les voir en disant mais c'est merveilleux. Surtout n'allez pas faire comme les Américains, greffer du cabernet ou je ne sais quoi. Travaillez votre... Et donc ils demandent à des vignerons français de les aider. Le drame de l'Arménie,
qui ne concerne pas que le vin, c'est que sous l'époque soviétique, on avait décidé que l'Arménie allait faire du cognac et la Géorgie du vin. Ouais. Donc artificiellement, donc ils font du cognac arménien qui est très bien, d'ailleurs, qui a le droit de s'appeler cognac. D'ailleurs, ça a été racheté par Pernod Ricard il y a quelques années. Ouais. Mais le vin, il y a une tradition. Vous savez, ils font ça dans des jarres qui sont enterrés comme il y a 2000-2500 ans. Donc il y a toute une économie du vin qui ne demande qu'à se redévelopper et qui a été handicapée pendant un demi-siècle en raison de la folie soviétique qui allait par exemple jusqu'au lac Sevan, qui est ce formidable lac à plus de 1000 mètres d'altitude, qui est vraiment le poumon aussi économique, vital et économique de l'Arménie. Eh bien, on avait décidé que ce lac allait être vidé pour servir, vous savez, comme la mer d'Aral, aux cultures de coton d'Asie centrale. Donc à un moment donné, toute l'eau du lac Sevan partait pour aller arroser des champs de coton à 3000 km. Ouais, ça, c'était la planification soviétique. Il n'y avait plus de poissons, exactement. Ouais. Il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus rien. Donc l'Arménie, ça devait fournir de l'eau et produire du cognac. Ils gardent leur vin. Donc, alors, ils sont en train de le premiumiser, comme on dit dans la profession. Exactement. Donc la premiumisation du vin est le seul débouché aujourd'hui d'ailleurs. Mais là où la France est attendue, je rebondis à ce que dit Jean-Christophe, c'est sur la formation. Donc au métier, donc l'agriculture. Et on a un partenariat franco-arménien qui commence à prendre forme depuis la guerre grâce à ce que le Quai d'Orsay a mis en place. Je veux dire, vraiment une feuille de route. Nous avons des entreprises comme Vinci qui construisent des infrastructures extrêmement importantes pour les retenues d'eau, pour les réservoirs, pour la modernisation des réservoirs d'eau, parce que l'Arménie c'est un château d'eau certes, mais l'eau est complètement gaspillée du fait de la vétusté de ces infrastructures. Donc beaucoup d'eau se perdent. Et encore une fois, c'est une guerre pour l'eau aussi que l'Azerbaïdjan a menée dans le Haut-Karabakh. Il est vital que l'Arménie modernise ses infrastructures. Et à côté de ça, il y a tout le volet formation, c'est-à-dire l'agriculture contemporaine. Et pour ça, on a besoin vraiment d'encourager les initiatives de coopération délocalisée entre les collectivités françaises et les collectivités arméniennes. On a des acteurs institutionnels qui sont engagés, comme le Fonds arménien de France, et leurs amis français qui les aident. Donc le point fort de la coopération franco-arménienne, c'est pas tant le militaire, même si la France aide heureusement et tardivement l'Arménie, c'est pas tant Aznavour, la culture, la diaspora, c'est la coopération décentralisée. Et beaucoup de collectivités territoriales et locales s'y sont mis. Il y a des partenaires avec la région Rhône-Alpes, Auvergne par exemple, ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sont réels, avec des mairies qui travaillent, qui sont jumelées. Et c'est pas juste du jumelage avec les enfants qui viennent échanger à l'école. C'est vraiment des projets économiques réels. Et beaucoup de régions sont vraiment associées parce que c'est un moyen d'aider concret, d'aider l'Arménie et on joue le jeu. Et ça peut être des bons débouchés pour nos régions françaises. En plus, oui, il y a une demande des deux côtés. Une demande des deux côtés. Non, et puis j'aimerais bien honorer la mémoire de mon ami Vanik Berberian, qui était quand même le président de l'association des maires ruraux de France, qui malheureusement est décédé prématurément, et qui a fait beaucoup pour la France aussi, qui avait l'oreille de Macron pendant. C'est lui qui a insufflé l'idée du grand débat, qui était un homme d'une grande humilité, et qui malheureusement nous a quittés trop tôt, et qui a fait beaucoup aussi pour faire venir cette ruralité. Et il me disait, mais c'est pas moi qui veux, c'est mes amis qui me demandent, quand c'est que tu nous emmènes en Arménie? Donc il y a une demande, je crois, de côté, mais il manque encore, bien sûr, des mécanismes institutionnels qui permettent de donner plus de vidange que à la machine. Alors, on va faire la deuxième pause musicale. Je crois que le moment est venu. Et c'est vous encore qui avez choisi, mais c'est normal puisque je vous l'ai demandé, le titre. Et là, vous avez choisi un homonyme qui s'appelle Tigran. Tigran, pardon. Amassian, grand musicien de jazz. Absolument. Living Paris. Alors le titre est anglais. Il a composé à Paris, à Roissy-Charles de Gaulle, je crois. Allez, on y va pour 3 minutes. Magnifique. 3 minutes, Living Paris.
êtes sur KTO Radio et vous écoutez actuellement Question Écho, une émission diffusée le samedi dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, nous parlons de l'Arménie et de son économie et des grands défis de l'Arménie avec Tigran Yegavian, journaliste, enseignant, chercheur et spécialiste de l'Arménie, et un autre spécialiste de l'Arménie, Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine et grand reporter dans l'âme. On va parler d'ailleurs un petit peu aussi de la vie concrète, par exemple en Artsakh, au Karabakh, comme on dit. Mais avant, on parlait de la France, là, juste avant d'écouter notre jazzman arménien. Tigran Amassian. Voilà. Et on disait, il y a des choses à faire pour l'économie française, les régions françaises s'y intéressent, etc. Est-ce qu'il y a suffisamment de lobbying politique qui s'exerce, par exemple, vis-à-vis du chef de l'État? Vous avez rencontré Emmanuel Macron pour lui parler d'Arménie, par exemple, Christophe Buisson? Oui, pendant justement, lorsqu'il y avait le blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan avec la complicité des Russes pendant près de 9 mois, on était allé voir avec Sylvain Tesson, Pascal Bruckner, Yuri Djorkaeff, on était allé voir le président Emmanuel Macron, il nous avait reçus à l'Élysée. On a essayé de lui expliquer qu'il fallait que lui fasse quelque chose parce que ce n'était pas les Américains qui allaient le faire, ce n'était pas les Allemands, sûrement pas. Il n'y avait que lui qui pouvait prendre une décision du type ce qu'avait fait François Mitterrand en 1992 à Sarajevo, où il a quitté il y avait à l'époque c'était la communauté européenne, il y avait un sommet à Lisbonne, il a pris un avion, il est directement à Sarajevo, sans prévenir personne. Et ce qu'on a dit à Macron, on dit mais ne demandez pas à vos partenaires, ils vont vous dire non, il y aura 1000 raisons de ne pas le faire, vous allez là-bas, vous allez à l'entrée du corridor, vous faites un discours sur l'injustice dans le monde, sur les conflits, vous parlez de l'Ukraine, vous parlez de la Palestine, de tout ce que vous voulez, et c'est un endroit. Et ça fera pression sur Aliyev. Et il nous a dit, oui, c'est une très bonne idée, je vais y réfléchir. En même temps. Il n'a pas fait. Hein. Il a trop réfléchi. Et 4 mois après, c'était terminé. Il y avait cette invasion, puisque l'Artsakh, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus d'Arméniens, c'est terminé. Le Karabakh n'est plus arménien. Et je pense qu'il faut aussi rappeler qu'à la suite de cet exode forcé, de ce nettoyage ethnique, de cette épuration ethnique, une vingtaine de dirigeants de la République d'Artsakh ont été arrêtés. Ils sont aujourd'hui prisonniers à Bakou depuis 2 ans, avec des procès qui ont lieu, des charges de terrorisme, etc. Ils sont quasiment condamnés à mort sociale, en tout cas, on ne les reverra jamais, dont le président, dont un mécène qui s'appelle Ruben Vardanyan, qui est un homme d'affaires arménien, arméno-russe, qui est revenu en Artsakh alors qu'il est milliardaire, devenir Premier ministre de ce pays en prenant tous les risques, et qui aujourd'hui est en prison depuis 2 ans. Avec Tigran, on est souvent en lien avec son fils. Et ces gens-là sont coupables d'avoir été simplement des Arméniens responsables d'une république en Artsakh et sont accusés, quasiment condamnés à mort en Azerbaïdjan, à Bakou. On en parle, personne n'en parle. C'est vrai que ça, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Et voilà. Alors, vous parlez de la classe politique. La classe politique, d'un point de vue législatif, les sénateurs et les députés ont été quasiment tous unanimes, à part ceux qui ont peut-être fait quelques voyages en Azerbaïdjan, qui leur a apporté beaucoup d'honneur et qui ont refusé de s'associer à ces initiatives. Mais le Parlement français, dans son ensemble, a fait des résolutions, a pris des initiatives pour défendre l'Artsakh, défendre l'Arménie, et ça de l'extrême droite à l'extrême gauche, vraiment. De Sébastien Delogu, qui est d'origine arménienne, à LFI, à Stéphane Ravier chez Zemmour, en passant par chez Zemmour, Reconquête, en passant par des députés macronistes, y compris lorsque Macron était président, évidemment des LR, des gens comme Xavier Bertrand, qui n'a pas un seul Arménien dans sa circonscription, il s'est démené. On ne peut pas l'accuser d'électoralisme, ou Bruno Retailleau aussi. Bruno Retailleau, on peut se dire, c'est pour des raisons spirituelles. C'est un Vendéen. Mais Xavier Bertrand, on ne voit pas très bien, ni spécialement chrétien, ni transpartisan. Des gens de gauche, de droite, et encore une fois, l'Assemblée nationale, on était la semaine dernière, il y avait beaucoup de socialistes qui étaient présents, c'était à l'initiative d'un député LR qui s'appelle Emmanuel Mandon. Donc ça a vraiment dépassé le cadre droite-gauche, les Arméniens, qu'on soit chrétien, pas chrétien, qu'on soit de gauche, de droite, l'Arménie pour plein de raisons, parce qu'il y a une injustice, parce que c'est un vieux pays chrétien, parce que c'est une victime. C'est une vieille amitié franco-arménienne aussi. Il y a cette vieille amitié, qu'on soit de Marseille avec une grosse communauté arménienne, ou de Lyon ou des Signes-Charpieu, ou qu'on soit encore une fois de Lille ou de Vendée comme Bertrand ou Retailleau, eh bien toute la classe politique était assez unanime pour faire pression.
mais faire pression avec un résultat assez décevant, et même, mais sans doute et le président de la République lui-même a fait des choses. Il a tordu le bras de l'Union européenne à un moment donné pour envoyer une mission d'observation qui a peut-être retenu provisoirement le bras militaire de l'Azerbaïdjan, mais il n'a pas fait assez. Il n'a pas fait assez. Et aujourd'hui, donc, cette économie étouffe. Alors, l'Artsakh, comment on prononce exactement ? Artsakh. Je vais essayer. Parce que dans les médias, ils disaient le Haut-Karabakh à l'époque tout le temps. Le Karabakh, c'est un nom turco-persan. Le nom arménien, c'est Artsakh. C'est pour ça qu'on dit Artsakh, parce que le mot, c'est Nagorno-Karabakh, qui est un mot russe. Nagorno, c'est russe, montagneux. Kara, c'est turc, veut dire noir, et Bar, c'est le jardin en persan. Donc nous, on dit Artsakh, qui est le mot arménien, pour parler des Arméniens. Et quand vous avez fait vos reportages là-bas, c'est quoi la structure ? De quoi on vit là-bas ? C'est quoi l'économie de cette c'était république ? une économie vraiment beaucoup plus agricole. C'était le grenier de l'Arménie. Voilà, c'était pour des artisans, des cultivateurs, des éleveurs, des vignerons. plaines, là. C'est des forêts. Des forêts. Des forêts, des plaines fertiles. Et ils ont brûlé la couverture forestière avec des bombes au phosphore blanc avant d'accueillir la COP. Donc vous voyez, là, c'est vraiment de l'humour azéri. Beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, parce beaucoup que de sources. comme je l'ai rappelé, oui, les usines hydroélectriques alimentaient en électricité l'Arménie. Pas que l'Artsakh. Il y avait un surplus de production électrique, le blé aussi, les céréales, qui fait que l'Arménie est nourrie par l'Artsakh et c'est ce qui a été perdu aujourd'hui. Donc l'Arménie doit maintenant trouver des solutions alternatives dans un contexte quand même très très périlleux. Et quand vous étiez sur place, c'était en 2020, 2021, et ils vivaient de quoi les gens concrètement ? Comment ils se nourrissaient ? Alors, avant le blocus, ils se nourrissaient, il y avait une forme d'autarcie alimentaire, parce que dans toute famille d'Artsakh avait 2 vaches, 3 poules, de quoi vivre, de quoi se nourrir suffisamment. Donc beaucoup d'artisans, des vignes. Et puis un peu de services. Et à la capitale, Stepanakert, qui avait à peu près 60 ou 70 000 habitants, je pense, il y avait des services, il y avait de l'hôtellerie, d'ailleurs, il y avait du tourisme aussi, il y avait quelques petites usines hydroélectriques à proximité qui fournissaient du travail. Et puis il y avait des mines. Des mines aussi, des mines d'or, une mine d'or en particulier, qui était d'ailleurs le prétexte pour l'Azerbaïdjan de bloquer en disant que ces mines d'or polluaient l'écosystème. Donc ils avaient envoyé des faux militants écologistes, et c'est eux qui ont commencé à bloquer le fameux corridor de la Chine. Et décembre c'était le 2022. prétexte, décembre 2022. Moi j'étais allé clandestinement quelques mois plus tôt dans des conditions un peu rocambolesques avec Antoine Agoudjian, le photographe. Et c'est vrai que les gens disaient simplement on est là parce qu'on n'a pas le choix. Et donc il y avait une espèce de terreur pratiquée par l'Azerbaïdjan qui terrorisait tous les habitants à la frontière. On les menaçait, on leur téléphonait la nuit, on leur envoyait des pneus enflammés dans leurs champs, on mettait des champs de muezzin au-dessus de leur maison pour leur rendre la vie insupportable. Et eux disaient, mais de toute façon, on n'a nulle part où aller, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais on restera, c'est pas ça qui nous fera partir. Ce qui les a fait partir, c'est une invasion militaire avec une menace vraiment de massacre à grande échelle. Et aujourd'hui, ces gens-là sont retournés en Arménie. Ils ont eu pendant quelques mois quelques facilités pour acheter un logement, pour s'installer. Et aujourd'hui, ils n'ont plus droit à rien. S'ils gardent leur passeport, ils sont obligés d'avoir un nouveau passeport arménien qui ne mentionne absolument pas leur origine de l'Artsakh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une fracture au sein de la société arménienne, Tigran peut en parler, entre ceux qui viennent d'Artsakh, c'est un peu les pieds noirs, si vous voulez. Comme vous le savez, les pieds noirs ont été très mal reçus, comme disait Gaston Defferre, qu'ils aillent se réadapter ailleurs lorsqu'ils sont arrivés à Marseille. Et bien là, c'est la même chose, c'est un peu la honte du pays. Donc on les laisse un petit peu. Vous savez, pendant très longtemps, le Haut-Karabakh était aussi perçu par une partie de la société arménienne comme un fardeau. Le fardeau de la guerre. Et, comme l'Algérie voilà. Et il y a aussi cette élite arménienne corrompue qui est en partie originaire du Karabakh. Kocharian, Sarkissian, qui a alimenté le rejet. Donc ils arrivent, ils évoquent tout ce passé qu'on veut plus se souvenir parce que l'amnésie doit l'emporter sur la lutte. On est dans une société apathique, mais moi ce qui m'inquiète, c'est l'incitation à la haine, qui est relayée par des médias pro-gouvernementaux arméniens qui voudraient faire croire que les Arméniens du Karabakh sont une 5e colonne au service de la Russie. Aujourd'hui, il y a un climat de guerre froide en Arménie. C'est-à-dire que le gouvernement arménien et ses relais d'influence font de la chasse aux Russes partout. Il y a la paranoïa anti-russe qui, en partie, est justifiée. Il faut partie parce que la Russie garde des leviers d'influence considérables en Arménie. Donc la vie politique arménienne est très polarisée. L'opposition n'est pas en mesure de présenter une offre crédible, une alternative crédible, mais effectivement, elle est partisane
du maintien de l'alliance avec la Russie par pragmatisme, non pas par russophilie, alors que le gouvernement, la majorité gouvernementale, elle, entend arrimer l'Arménie dans le camp euro-atlantique. Ce qui est une option à court terme et moyen terme irréaliste, complètement irréaliste compte tenu du peu d'intérêt que l'Arménie présente pour l'Union européenne et les États-Unis. Mais certains y croient. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est un peu cette prophétie autoréalisatrice, quoi. Donc on voit des Russes partout. Et finalement, à force de vous dire vous êtes russe, vous devenez russophile. Quand vous voyez que Trump, lorsqu'il parle de ce conflit qu'il aurait réglé, explique que c'est l'Albanie, il confond l'Albanie avec l'Arménie, ça donne une idée de l'intérêt que les Américains ont pour c'était il y a quelques la région. jours. Donc, en fait, le seul pays qui s'intéresse vraiment à l'Arménie, c'est la France. Ouais. Et la seule diaspora qui est vraiment politisée, qui a des relais institutionnels sincères et pas corrompus. Moi, j'ai parlé avec un lobbyiste arméno-américain pas plus tard qu'il y a 3 jours, et il me disait, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez, parce que je lui dis, les sénateurs américains et les politiques sont extrêmement corrompus. Ils font pas de gestes gratuits. Ils attendent toujours en retour du lobby qui les rémunère. Alors que chez les Français, il y a un désintéressement. Je dirais même plus que beaucoup d'hommes politiques français sont plus arméniens que les Arméniens. Je pense à Pierre Ouzoulias, vice-président du Sénat, communiste. La planche de salut pour l'Arménie, parce que c'est enclavé, c'est coincé, donc étouffé économiquement, impossibilité d'avoir des relations économiques normales avec les 2 gros voisins, Azerbaïdjan à l'est et Turquie à l'ouest. Et là, c'est vraiment, vous regarderez une carte, vous comprendrez vite la situation. Bon, l'Union européenne, la France, on a dit, il faut investir là-bas, donc il faut que nos chefs d'entreprise, si vous nous écoutez, allez investir là-bas ou prenez contact et voyez ce qu'il y a à faire. Mais il y a aussi vers l'Asie, puisqu'on est quand même sur le continent asiatique, pour sortir de cet enclavement avec cette dépendance russe excessive. Est-ce que l'Inde, la Chine peuvent représenter une planche de salut ? L'Arménie représente une étape sur l'axe Paris-New Delhi. Oui. Parce qu'il y a une complémentarité parfaite. Il y a une entente, je ne dirais pas une alliance, mot galvaudé, mais un partenariat, une entente, une convergence totale de vues entre les 3 capitales, Paris, Erevan et New Delhi, et une complémentarité, une grosse communauté indienne en Arménie, et l'Arménie est devenue par défaut le premier client d'armement de l'Inde, puisqu'elle ne peut plus acheter les armes que la Russie ne lui vend plus, donc, depuis la guerre d'Ukraine. Donc moi je pense qu'il faut que l'Arménie prenne conscience qu'elle appartient à l'Eurasie. Elle n'appartient pas à l'Europe, elle est de culture européenne, certes. Elle est chrétienne, certes. Mais elle appartient à la sphère politique et économique eurasiatique, voire asiatique. Donc à elle de trouver l'énergie, la souplesse nécessaire pour se rapprocher de pays stratégiques dehors de l'Iran. Je pense aux Émirats Arabes Unis. Les pays du Golfe. Les Émirats Arabes Unis, c'est 2 heures de vol d'Erevan. Et il y a une communauté arménienne importante. Il y a le high-tech qui intéresse les Émiratis. L'économie de la connaissance, elle doit se rapprocher de l'Irak. Elle doit se rapprocher bien sûr de l'Inde. Avec un ennemi commun qui est le Pakistan, qui est, je rappelle, qui vient de reconnaître. Non, il vient de le reconnaître. Ça veut dire le seul pays au monde à ne pas reconnaître même l'Arménie. Il vient de le reconnaître il y a quelques semaines. Il était obligé, mais bon, ça n'a pas empêché de voter contre l'Arménie le lendemain. Mais non, moi je vois qu'il faut vraiment raison garder. L'Arménie, il faut faire la multipolarité. Il faut s'inspirer des Indiens et les Azeris, ça ils l'ont bien compris, c'est-à-dire la diplomatie, ce qu'on appelle multivectorielle. L'Arménie n'a pas les moyens d'être neutre comme la Suisse, parce qu'elle n'a pas d'armée digne de ce nom. C'est une armée très vétuste post-soviétique. Et si la France peut aider l'Arménie, c'était bien sûr en envoyant de l'armement, mais l'armament, c'est des jouets, si vous ne savez pas vous en servir, mais c'est en aidant l'armée arménienne à se régénérer, à avoir sa propre doctrine de défense. Et c'est là que je crois que la France est très attendue. Oui, davantage que formation, sur le plan économique. C'est complémentaire. Et puis, intellectuellement parlant, la France est attendue aussi pour former une nouvelle élite. Vous savez, l'Arménie, c'est le pays qui abrite la seule université française d'Eurasie, de toute l'Eurasie. Il faut quand même préciser que c'est pas seulement d'ex-Union soviétique, toute l'Eurasie. Un niveau d'éducation, d'alphabétisation, de niveau d'études qui est énorme. Oui, mais en sciences humaines, ça laisse encore un peu à désirer. Alors, pour ce qui est des sciences dures, c'est très fort. Mais les sciences humaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, mais les sciences humaines, j'entends la capacité du retour critique sur soi. C'est quelque chose qui manque. Et la France, elle a cette politique, mais parce que comme tous les pays ex-soviétiques, la science politique pendant 50 ans, ça a été le Parti communiste. Oui. Donc les Sciences Po, comme on a en France, il n'y en a pas beaucoup dans les autres pays. D'où l'intérêt que la France puisse apporter aussi son savoir-faire en termes d'esprit critique. Et ils sont demandeurs. Oui. Ils sont très demandeurs. Une ENA arménienne, un Sciences Po arménien, tout cela fait sens. Donc encore une fois, dépasser le stade culturel. Le tourisme, c'est très bien. Aller en Arménie, faire le tourisme, mais aller aussi pour des stages, aller faire des formations. Nous avons une ambassade qui fonctionne très bien, un ambassadeur extrêmement actif, Olivier de Cotigny, une mission militaire, une mission commerciale. Je vois chaque année grossir l'effort de la France, mais pour cela, il faut des rôles institutionnels et il faut faire connaître davantage ce pays. Oui, il faut en parler, il faut le faire connaître. Vous vous attachez à le faire l'un et l'autre. C'est pour ça que je vous ai fait venir, parce que je dis, on a quand même
des personnes qui connaissent puis qui aiment ce pays et qui veulent que ce pays s'en sorte d'une certaine manière, et c'est vraiment notre vœu le plus cher. Cette Arménie, elle est francophile, et nous, on aime beaucoup l'Arménie et sa culture. Alors, s'il peut y avoir des ponts supplémentaires, alors ceux qui ont la possibilité de le faire, qui nous écoutent, n'hésitez pas à le faire. Vous avez écrit Escales arméniennes, c'est ça votre livre qui paraît dans quelques jours? Absolument, oui, c'est un recueil de textes sur la diaspora arménienne, mais ça parle aussi d'Arménie, que j'ai écrit au cours de mes 15 ans de pérégrination. Mon propos était de montrer la complexité du monde arménien. Il n'y a pas que la République d'Arménie, l'Artsar, il y a aussi l'Arménie du Levant, les anciennes communautés du Levant, Alep, Beyrouth, la Cilicie, puis l'Arménie occidentale. Moi, toute ma famille vient d'Anatolie depuis plus d'un millénaire, donc pour moi ça faisait sens aussi de revisiter ces lieux, leur donner aussi un sens spirituel et aussi comment faire œuvre de transmission. Quand on a la chance d'avoir une transmission, que ce soit au niveau de la langue arménienne, la culture arménienne, on a une responsabilité, et je pense que la presse, le livre, ce que fait aussi Jean-Christophe, eh bien, c'est de la transmission, et c'est un outil précieux. Après, il y a aussi la volonté de transmettre une pensée arménienne en diaspora. Donc, vous trouverez dans ce livre pas mal d'entretiens, d'articles d'opinion. Il y a un enjeu vis-à-vis de la diaspora. Moi, je pense que l'enjeu premier, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On est sous-éduqués, vraiment, en diaspora. À titre personnel, je peux témoigner pendant la guerre de 2020. Pas se planter. Oui, non, culture arménienne, je veux dire, pendant la guerre même géopolitique, je veux dire, pendant la guerre des 44 jours, nous étions qu'une petite poignée à pouvoir maladroitement expliquer la complexité des enjeux. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est démunis intellectuellement et aussi spirituellement, parce que l'Arménie, on l'est à KTO, je ne sais pas un scoop, c'est la première nation chrétienne, mais c'est un pays qui est encore une terre de mission, qui a besoin aussi de trouver une énergie spirituelle en se réappropriant ses textes, son héritage chrétien, ces grandes figures de cette ancienne église. On a des docteurs de la foi comme Grégoire de Narek, on a les écrits de Saint Nassas le Gracieux, on a des grands mystiques. Eh bien, la jeunesse arménienne doit se réapproprier son héritage pour pouvoir affronter la dureté de son époque. Et je crois, c'est quelque chose qui manque en diaspora. Quand on parle d'éducation, c'est pas que l'école, c'est pas que la danse, c'est très bien la danse, c'est pas que évoquer le génocide, c'est se réarmer intellectuellement, spirituellement. Oui, ça, il y a un besoin très fort pour vous dans cette diaspora. Alors, il y a combien de personnes dans cette diaspora? Moi, j'avais lu 9 millions, vous me dites non, pas du tout. Non, beaucoup moins. Je dirais que l'Arménie, diaspora, c'est 10 millions, en fait. En gros, parce que comment qualifier et comment identifier sur quels critères est-on arménien? Vous avez des Arméniens d'origine, vous avez des Arméniens d'Arménie, vous avez des Arméniens de cœur comme Jean-Christophe Buisson. Donc c'est un peu compliqué. Ça compte pas, ça. Non, mais c'est très flou. Et puis vous avez aussi des crypto-arméniens. C'est quand même plusieurs millions de personnes en Turquie qui ont une conscience qui sont arméniens. Ils sont peut-être musulmans, peut-être qu'ils pratiquent ou pas, mais ils ont la conscience. Est-ce qu'on les intègre ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ces gens-là, ils ont droit aussi au respect et à redécouvrir leur histoire dans le respect de leur altérité. Donc je pense qu'il y a un immense enjeu de la part de l'Arménie que d'avoir une politique vis-à-vis de sa diaspora qui soit porteuse de sens et de perspective et qui soit vraiment horizontale. Pendant très longtemps, la relation Arménie-diaspora, elle était malsaine parce qu'elle était trop verticale. Dans les deux sens, il y avait de l'arrogance et de l'ignorance. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font au niveau des sociétés civiles, c'est louable, mais il faut que les pouvoirs publics et les organisations, les structures les plus professionnelles jouent le jeu et fassent œuvre de transmission. Encore une fois, le premier étage de la fusée, c'est l'éducation. Très bien. Alors, l'émission touche à son terme. Jean-Christophe Buisson, vous aussi, vous avez ce livre, Les guerres civiles, qui paraît dans quelques jours. En 2 mots, on va explorer quoi C'est un livre collectif dont l'objectif était de demander à une vingtaine d'historiens, de spécialistes, de journalistes, de raconter 20 guerres civiles depuis les guerres de religion au XVIe siècle jusqu'aux guerres civiles au Rwanda, Algérie, années 90, Angola, qui est un objet historique, mais en essayant de comprendre en quoi les mécanismes de déclenchement d'une guerre civile, de réalité d'une guerre civile et comment on sort d'une guerre civile peuvent peut-être nous éviter à nous-mêmes notre propre société, dont on dit qu'elle est parfois au bord de la guerre civile. Voilà ce qu'est une guerre civile, voilà comment elle se déclenche, voilà comment elle se déroule, voilà comment elle se termine. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ou est-ce qu'il est encore temps aujourd'hui de faire en sorte qu'on ne bascule pas dans une guerre civile? C'est aussi ça le sens de ce livre. Alors, Jean-Christophe Buisson, Tigran Yegavian, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Et tous nos voeux vous accompagnent, comme on dit, pour vos sorties de vos livres respectifs. J'espère que vous avez passé un bon moment dans le studio de KTO Radio. Excellent. Ouais. Donc, vous reviendrez peut-être. Et chers auditeurs, merci de nous avoir
d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté toutes ces escales arméniennes, si je puis dire. Merci Thibaut pour la réalisation de l'émission. Nous nous retrouverons pour une prochaine édition de Questions Éco le samedi 8 novembre 2025. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard